C'est bon. Alors, salut Eline, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Bien, 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 bien. Un bon début de semaine en douceur. Donc, Oui. voilà. Donc là, en fait, juste pour rappeler le cadre, le but de ces interviews, c'est de pouvoir inspirer les autres. Donc, de partager un peu l'expérience de ceux et celles qui ont le courage de faire le pas, de sortir un peu des sentiers battus classiques de j'ai un travail stable. Donc, que ce soit des entrepreneurs, des écrivains, des artistes, des coachs, voilà, de nous dire après comment est-ce qu'ils ont vécu leur transformation, leur parcours, et d'essayer de voir si on peut distiller des petites astuces pour les autres. Aussi de peut-être aider ceux qui sont là en train de douter à se rendre compte que qu'il y a des gens comme eux qui ont fait le pas, donc c'est possible pour eux aussi. Donc voilà un peu ça pour le cadre. Donc on va faire un traditionnel tour de présentation rapide. Qui es-tu? Pareil. Et moi, je ferai la même chose avant qu'on ne commence dans le vif du sujet. Alors, dis-nous tout. Dis-nous tout. Donc du coup, moi, je suis Éline Durand, je suis artiste peintre et graphiste. Donc là, depuis le mois d'octobre, à peu près, j'ai tout quitté parce que je faisais une formation en art-thérapie à Avignon et j'ai tout quitté pour me lancer essentiellement que dans la peinture et dans l'art. Ok, ça c'est bien ça. Moi, c'est Aubin Edo, 32 ans. Aujourd'hui, je suis cofondateur de Cashman. Donc, notre objectif, c'est de créer un écosystème où chacun peut trouver ce qui lui manque sur son parcours d'auto-réalisation. Et ce qui te manque, généralement, ça peut être de différentes natures, hein. Ça peut être d'ordre psychologique, d'ordre entrepreneurial, peu importe. Notre but, c'est de mettre en place l'écosystème. Donc, on raisonne beaucoup en termes de fédération, fédérer des compétences diverses. Voilà, puisque les mettre à un seul endroit pour que chacun puisse venir prendre ce dont il a besoin. Ça peut être sous forme d'e-book, de contenus digitaux, sous forme d'accompagnement, de logiciels, mais voilà, l'idée c'est un seul endroit pour tout ce qui est de l'ordre de la navigation dans l'inconnu. Ok, maintenant, alors, qu'est-ce que tu as dit que tu étais artiste, c'est depuis combien de temps et qu'est-ce qui t'a amené là-dessus? Donc ça fait à peu près là 3 ans et demi, 4 ans que je peins et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en voyage en Australie, donc j'ai voyagé pendant 2 ans et demi. J'ai fait, plusieurs mois en Nouvelle-Zélande et plusieurs mois en Australie. Donc j'ai fait des PVT, des Working Holiday Visa, pour ceux qui connaissent pas, c'est, aller travailler à l'étranger et pouvoir voyager en même temps pour les jeunes. Je crois que c'est, jusqu'à, 29 ans maintenant, il me semble, 30 ans et en fait, j'étais en Australie, donc mon second voyage. Donc là, j'avais à peu près au moins 1 an et demi de voyage et heu et donc j'étais dans une auberge de jeunesse à Sydney où je me suis, cassé le pied, mais de façon assez, surprenante. Enfin, j'ai juste raté une marche sur les escaliers et mon pied a complètement lâché et le médecin m'a même dit enfin, c'est un peu bizarre, je pense que tu étais déjà assez, fatigué, ton corps était sûrement fatigué et donc de là, c'est enchaîné les questions: «Est-ce que je dois rester en France ou est-ce que je dois continuer enfin, est-ce que je dois rentrer en France ou est-ce que je dois continuer mon aventure en Australie?» Sachant que voilà, je sentais que c'était un peu la fin aussi de mes voyages et que j'avais envie de rentrer, d'avoir un peu plus de stabilité et je me suis dit quand même j'avais une petite intuition en fait qui me disait: «Non, non, reste en Australie, hem, rétablis-toi en Australie et après tu rentres en France». Sauf qu'en fait, ça a été vraiment, hyper difficile pour moi, très souffrant parce que, j'étais dans une auberge où il y avait que des jeunes qui buvaient, qui faisaient la fête et moi j'étais là avec mon pied cassé. Il y avait pas grand monde qui s'occupait de moi parce qu'ils étaient pas vraiment là pour ça, ce que je comprends tout à fait. Mais je l'ai quand même assez mal vécu et j'ai commencé à ruminer, ruminer. J'arrivais à rien faire, je pouvais plus bouger, donc j'avais beaucoup de pensées, voilà, qui venaient, me parasiter et je me sentais pas bien du tout. Et du coup, j'ai décidé de partir de Sydney pour aller avec un ami à moi un peu plus au nord de l'Australie, à Noosa, ça s'appelait. Et là, c'était une ambiance plutôt, tranquille où tout le monde était sur des poufs à jouer de la guitare, et là, j'ai commencé donc à apprendre le ukulélé. Donc j'avais ma petite guitare comme ça toute la journée et au bout d'un moment, j'ai demandé en fait, au directeur de l'auberge de jeunesse où j'étais
s'il n'avait pas un travail, n'importe quoi, réceptionniste à l'accueil, enfin, voilà, parce que j'avais vraiment envie de faire quelque chose, j'en pouvais plus. Et en fait, là, il me dit: «Alors réceptionniste, j'ai pas, mais par contre, je cherche quelqu'un pour peindre sur des grandes planches de bois noir qui font à peu près, elles faisaient 2 mètres de long». Et là, je le regarde les yeux écarquillés, j'ai dit: «Bah, peindre, mais j'ai jamais peint de ma vie». Et il me dit: «Bah, écoute, tu vas essayer». Et en fait, c'est vrai que voilà, en Australie, dans les pays un peu comme ça, ils nous laissent complètement, être un peu qui on veut sans forcément avoir de formation comme en France où on est, beh, formaté justement, où il faut la formation, il faut ci, il faut ça pour se sentir légitime. Alors que là-bas, c'est vraiment, voilà, chacun vient comme il essaye, ça marche pas, tant pis. Et en fait, j'ai commencé donc à peindre dans cette auberge, tous les jours je peignais et voilà, je me suis rendu compte que, j'avais quand même quelque chose pour la peinture et les gens autour de moi venaient me voir et me demandaient, «Ça fait combien de temps que tu peins?» Et je leur disais: «Bah, juste là, maintenant, quoi». Et depuis, j'ai jamais, c'était quand même incroyable. Et depuis, j'ai jamais quitté, la peinture parce qu'en fait, ça m'a vraiment apporté. Je me sentais apaisée. Ça allait beaucoup mieux dès que je peignais, je pensais à rien, en fait. Et à mon retour en France, donc quelques mois plus tard, je me suis rétablie, en Australie et après je suis rentrée en France et je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que je peux faire, comme formation?» J'avais envie de me relancer un peu dans les études, apprendre quelque chose. Et je me suis dit: «Bah, j'ai la passion pour la psychologie» parce que j'avais fait, 5 ans de psychologie avant. Et maintenant, j'ai cette passion pour l'art et je me disais: «Mais il y a un truc qui s'est passé avec l'art où voilà, le fait que je me sente bien mieux, ça m'a apporté beaucoup». Et j'ai trouvé cette formation donc d'art-thérapie à Avignon, là où mes parents habitent justement, donc c'était parfait. Voilà. Good, 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 good. Ah, ça fait une longue épopée, si on peut dire ça comme ça. On se croirait dans les films de l'Antarctique où les navigateurs allaient à la découverte de nouvelles îles désertes et où ils avaient des bateaux qui avaient plein de soucis et tout ça. Bon, moi j'ai beaucoup de questions. Oui, De ce que j'ai compris, si je résume bien, c'est qu'en gros, voilà, tu étais un peu en mode balade autour du monde et que voilà, tu t'amusais bien jusqu'à ce que ton pied te fasse des siennes. Et en fait, à partir de ce pied-là, ben, ça t'a un peu isolé et tu t'es senti seul parce que les gens autour de toi, ben, ils ne prenaient pas vraiment soin de toi, ils n'étaient pas trop pour ça. Et quelque part, ça a déclenché en toi un phénomène où tu t'es mis à beaucoup ruminer, à beaucoup avoir des pensées négatives, ça t'a mis dans un mal-être qui t'a fait que ben, tu as décidé de quitter Sydney pour te déplacer dans une autre ville plus au nord. Et là-bas, tu as trouvé des gens qui étaient plus ou moins en phase avec, déjà voilà, qui prenaient un moins point de toi. Au moins, tu pouvais t'amuser avec la guitare. Et mmh, puis, pour t'occuper, tu as demandé à un monsieur, voilà, qu'est-ce qui peut te fournir comme boulot? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Il t'a dit, ben, c'est pas forcément ça à quoi tu penses, réceptionniste, mais c'est autre chose. Et comme l'état d'esprit était assez ouvert, ben, finalement, tu t'es découvert cette passion de l'artiste qui les gens, ils étaient surpris. Et, et finalement, tu t'es découvert ça, tu l'as transféré en France à ton retour et tu as essayé de la lier avec les études de psychologie que tu avais déjà fait. Ça a donné la thérapie aujourd'hui que tu fais. Ça, c'est un truc de ouf. En plus, en Australie, c'est pas à côté. ah ouais, non, c'est pas à côté et c'est vrai que c'est vraiment dur de se retrouver, seul en fait, finalement, face à ça. Et je pense que c'est vraiment une question, ouais, déjà, je sais pas, j'avais une espèce d'intuition, voilà, qui me disait: reste là, vis ton expérience ici, même si ça a été difficile». Et comment, en fait, j'ai transformé cette expérience hyper négative parce que clairement, j'ai fait une dépression, en fait, voilà, une grosse dépression à cause de ça, mais finalement qui m'a amenée vers tellement, plus de choses parce que, j'ai su transformer cette souffrance, ce truc, cet événement en fait négatif et j'ai su le transformer en positif aussi parce que j'étais voilà assez ouverte, je pense à qu'est-ce qui pouvait, se passer pour moi en fait. Nickel. Mais c'est justement ça qui est magnifique dedans, c'est d'avoir réussi à prendre cette négativité-là. Finalement, ton pied, c'était un peu comme un déclencheur qui t'a obligé à te mobiliser. Au final, ça t'a obligé à rester immobile parce que tu bougeais. Et du coup, une fois que tu es immobile, tu es obligé de te retrouver avec toi seul et toi seul. Il y a- il y a- Heu il y et a- là, et toi, toutes les choses qu'on n'a pas réglées ou les elles reviennent en pleine face. voilà. Donc, toi et ton intériorité, là, tu peux plus fuir. Là, il n'y a Non, plus rien pour te. Voilà. Donc, je vois que le pied était plus ou moins un déclencheur.
et le reste de la dépression qui a suivi la rumination, c'était quelque chose qu'il y avait déjà avant. Peut-être il y avait d'autres trucs qui sont remontés. Et le pire, c'est que ton entourage, entre guillemets, en avait un à cirer de toi. Mm. Donc, donc c'est ça qui est magnifique, c'est que tu as pu en faire quelque chose de très positif partant de ce côté négatif. Tu t'es sublimé. Voilà. Ouais. Et ça, c'est bien. Moi, j'avais une question. Qu'est-ce qui t'a d'abord donné cette envie d'aller en Australie? C'est pas commun de... Moi, je connais plein de personnes qui, déjà, même pour voyager en France, ils ont un peu peur. Voilà. Pourquoi l'Australie? Pourquoi d'où t'es venue cette envie de voyager? Voilà. Alors, c'est donc je suis d'abord allée en Nouvelle-Zélande pour mon premier voyage, où je suis restée à peu près 7-8 mois. Et donc, ben, mon envie, en fait, donc j'étais en fac de psychologie, voilà, donc j'avais fait 5 ans, mais j'avais redoublé une année et en fait, je m'étais dit là, j'étais à la dernière année, c'était le moment où je devais, faire, le mémoire et en fait, je me suis dit: «C'est pas ma vie. Là, je suis dans une vie qui est pas la mienne». Je faisais ça aussi, un peu parce que, il fallait aller à la fac après le bac, parce que je sais que j'ai une famille aussi, qui voulait absolument que je fasse, des études. Donc je me suis lancée dans la psychologie. C'est vrai, ça m'intéressait beaucoup. Voilà, donc je suis allée chercher aussi quelques réponses à mes questions. J'ai appris beaucoup de choses et arrivée, voilà, au bout de ces 5 années, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Et en fait, j'ai aussi, j'étais avec quelqu'un depuis longtemps, on s'est séparés entre-temps. Donc je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées pour moi. Il y a aussi eu un gros événement dans ma vie que je pense aussi que j'ai voulu fuir en voyageant, où je me suis dit: «Là, c'est trop pour moi, je me retrouve pas et je me connais pas». Parce que j'étais jeune, enfin, je crois que j'avais 21, j'avais 23 ans quand je suis partie et je vois, je me connaissais pas assez, j'avais envie de me connaître, de savoir de quoi j'étais capable aussi en partant toute seule. C'était vraiment un défi, c'était un challenge aussi de me dire: «Mais comment je vais me débrouiller? Je sais pas parler anglais». Je savais pas du tout parler un mot d'anglais et je suis partie avec mon gros sac à dos toute seule et voilà, c'était plutôt, ouais, je pense, enfin, pas mal de facteurs, tous réunis et qui ont fait que je suis partie, quoi. Magnifique. Mmh. On n'entend pas cette histoire tout le temps. Ce côté jeune, je me connaissais pas. J'avais déjà, en fait, pour ton âge, tu avais déjà une certaine conscience de toi. Tu avais beaucoup de choses qui t'arrivaient et finalement, tu t'es dit qu'en voyageant, non seulement tu gagnerais un peu d'air pur, mais ça te permettrait d'affronter aussi une partie de toi rendre plus fort. Surtout le côté, tu connaissais pas l'anglais. C'est rien que ça serait suffi pour décourager certains. Ah ouais, mais c'est vrai qu'à chaque fois on me disait: «Mais tu es folle», enfin toute ma famille, mes amis: «Tu es folle, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu as» enfin j'ai 23 ans, je suis petite, je suis une fille, enfin voilà, ça fait peur en fait à tout le monde finalement, ça faisait plus peur aux autres finalement qu'à moi, je pense. Parce que je pense que je me sentais capable, même si j'ai eu très, très peur, la veille, je m'en souviens, j'étais super angoissée dans le lit en me disant: «Mais là, tu vas à l'autre bout du monde toute seule, tu sais pas parler un mot d'anglais, mais où est-ce que tu vas atterrir? Qu'est-ce que tu vas faire?» Enfin, il y avait rien qui était programmé, il y a rien qui était prévu, quoi et j'avais laissé totalement ouvert un peu tout ça, quoi. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments, voilà, avec l'anglais, ça a été compliqué au début, ça a été très dur, quoi, parce que voilà, je savais pas parler un mot d'anglais, donc trouver du travail, c'était ça je m'en souviens, je tapais aux portes des restaurants et un jour, il y a un mec, il commence en plus, l'accent néo-zélandais là-bas, il est assez compliqué, quoi et le mec, il me regarde mon CV et je crois que j'avais appris vraiment les phrases de base, pour déposer des CV et là, il regarde mon CV et il me dit quelque chose et je le regarde, je fais: «Yes, thank you» et je pars, en fait et là, je réfléchis et je me dis: «Mais je crois qu'il m'a posé une question» et j'essaye de répondre à ce qu'il m'a dit et là, le mec, en fait, il m'avait dit: «Mais pourquoi tu as pas mis ta photo sur ton CV?» et je lui avais répondu: «Oui, merci» et j'étais et là, je me suis dit: «Bon, en fait, là, c'est trop, il faut absolument que j'apprenne un petit peu l'anglais, quand même avant de me lancer dans les recherches de travail parce que ça va pas du tout, quoi». Je connais bien le passage où tu dis que tu allais de restaurant à restaurant pour déposer ton CV. Ça me rappelle un peu mon passé parce que je l'ai fait quand j'étais étudiant à Saint-Tropez. Ouais, Et là-bas, bah, pareil, j'allais à Saint-Tropez que pendant l'été. Et j'avais pas, cette période-là, je me rappelle on faisait un peu des stages à SNCF, donc on avait des voyages gratuits et tout. Et je venais pour des week-ends. Donc j'avais 2 jours pour déposer un nombre de CV donné. Donc j'arrivais, je ne voulais pas savoir ce que tu me disais. Je voulais juste que tu prennes mon CV. c'est ça.
C'était ça ma mission. Je sais pas, j'avais peut-être 50 CV que j'avais imprimés. Et ils étaient alignés là-dedans. Je venais, je déposais, je venais, et puis je me barrais. Donc, je comprends un peu plus c'est que quand tu es dans cet état d'esprit où tu cherches le boulot, tu n'es pas trop dans l'esprit du raisonnement, tu es dans l'esprit d'augmenter tes chances. C'est ça. Et puis, dans l'esprit il y a la peur aussi parce que tu commences à plus trop avoir d'argent souvent. Enfin, voilà. Et là, moi, je sentais Et là, sinon, c'est retour en France, retour à la maison, mais comment je vais faire? En plus, je me parler un mot d'anglais, donc voilà, c'était vraiment et un gros surtout, stress. tu as aussi la honte de, on va te voir, tu as toute l'impression qu'on te voit quand tu as te donner ton CV. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ça c'est très bien, ça c'est très bien. Je vois que ben, du coup, la solitude a été un de tes, comme la dépression a été une de tes plus grosses difficultés là-bas. Comment est-ce que tu as, comment est-ce que tu as appréhendé ça? Comment est-ce que tu as entendu ça? Hormis le fait de t'être déplacé, comment est-ce que tu as géré cet aspect? L'aspect de la solitude, Ouais. ben, je l'ai super mal géré, enfin, je l'ai super mal vécu, en fait. Parce que je pense que j'étais un peu dans l'illusion, aussi dans une certaine illusion. Moi, je m'éclatais, j'étais avec, mes potes, machin et en fait, je pense que j'ai vraiment cru que c'était aussi beaucoup d'amis. Parce que quand tout allait bien, tout se passait bien. Quand j'allais bien, voilà, j'avais vraiment de belles connexions et tout et en fait, ça m'a juste ouvert les yeux et j'ai été dans une désillusion finalement. Bah, c'est la désillusion qui est assez toujours, qui pour moi toutes mes désillusions sont assez, compliquées à chaque fois à vivre, mais ça fait partie aussi du chemin, je pense et du processus pour chacun et en fait, là, vraiment, j'ai été dans une désillusion et ouais, ça m'a fait vraiment mal et à la fois, c'est comme je dis, c'est positif parce que sans ça, j'aurais peut-être continué à me dire: «Mais en fait, tout le monde est mon ami, tout va bien dans le meilleur des mondes, on s'entraide tous». Ben non, en fait, c'est là où j'ai pu comprendre par moi-même, ben non, tout le monde n'est pas ton ami, tout le monde n'est pas là forcément pour toi et tu vas, des fois, être, voilà, enfin, on va pas pouvoir toujours t'aider, en fait et tu vas te retrouver seul. En fait, c'est ça, tu étais idéaliste, Ouais, c'était ça. Et en fait, et avec cet événement, tu as pris conscience que ton idéalisme était un peu trop loin de la vérité et que il voilà. fallait prendre en compte le fait que ben, il y a aussi le côté obscur, le côté Mmh, voilà, tu vas aussi te débrouiller tout seul et les gens, ils sont aussi égoïstes, voilà, que c'était et que tu devais prendre en compte cette information-là. c'est ça. Sinon, tu devais être déçu chaque fois et être blessé. Voilà et du coup, c'est vrai que je pense, ça m'a fait vraiment grandir à ce moment-là, quoi. Je pense que j'étais jeune, voilà, dans ma tête et j'avais pas compris tout ça et là, j'ai grandi d'un coup, quoi. Cet événement, il m'a fait grandir d'un coup, en fait. Ça, c'est bien ça. Oui, parce que du coup, ça t'a. Une fois que tu. Puisqu'en fait, peut-être c'était comme une réalité que tu fuyais, que tu niais inconsciemment. Et une fois que tu l'as pris en compte, tu l'as accepté, en plus dans la douleur, c'était pas comme c'était facile. Ben, ça a débloqué d'autres réalités, d'autres vérités. Ben, une fois que tu admets, par exemple, que ben, les gens ils sont pas tout là pour toi, ben, pareil, tu arrêtes de trop compter sur eux. Mmh, Donc, tu arrêtes de attendre, moins compter sur le collectif. ouais, c'est ça. Donc, tu apprends à plus compter sur ton intériorité, à apprendre à puiser dans tes ressources plutôt qu'à penser que. Et pareil, tu es moins surpris quand quelqu'un te déçoit parce que tu n'attendais pas beaucoup de lui. Voilà et tu moins dans voilà, dans c'est ça, dans cette illusion que, tout le monde, est là pour toi, quoi Tu es et moins naïf. après, je pense que ça fait vraiment partie, ouais, pour moi, les désillusions comme ça fait c'est comme, en fait, des filtres qu'on a, dans notre vie. On a des filtres, voilà, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça et en fait, au plus j'ai l'impression qu'au plus j'avance, au plus, j'enlève des filtres. Ah ouais, en fait, la réalité, elle est comme ça. Ah ouais, en fait, la réalité, elle est comme ça. Ah ouais, en fait, la réalité, elle est comme ça. Ah oui, en fait, les gens, ils sont pas comme ça. Et Mhm. du coup, c'est voilà, moi, pour moi, c'est toujours des phases, assez compliquées où c'est des désillusions totales et à la fois, sans ces désillusions, on peut pas être dans la vraie réalité et dans la vraie vérité, je pense. Je suis entièrement d'accord avec toi et ça me parle tellement, cette histoire de filtre et de délusion, c'est toujours assez violent Ouais. parce que le plus souvent, ça se passe même avec les gens qu'on pensait très proches. Mmh. Et en fait, l'erreur qu'on commet, c'est qu'on on projette
nos valeurs sur les autres. C'est-à-dire, on se dit par exemple que ben, si moi je suis serviable, alors tous les autres sont serviables. Si moi je suis disponible, alors les autres sont disponibles. Si, en fait, on projette nos valeurs d'idéalisme sur les autres. Et après, quand le retour vient et que ce n'est pas le cas, surtout pas sur nos proches, c'est violent parce qu'on ne s'y attendait pas, on n'aurait pas imaginé ça, on le voit comme un abandon, comme une déception, comme une injustice de la vie. C'est un peu ça qui sonne dans la tête. Pourtant, non, c'est juste nous qui étions trop éloignés de la vérité, en fait. Mais s'il n'y avait pas eu cette douleur, en fait, il n'y aurait pas ce mécanisme de remise en question. Tout à Et fait. Tout à ça, fait. c'est magnifique. Moi, je parle là, cela fait plus de 2 semaines que j'ai encore vécu une désillusion. Mais bon, là, c'était beaucoup plus doux parce que ce n'est jamais fini. Mais, Je crois que c'est jamais fini, ouais. Je pense que c'est un truc, ouais, c'est ça, c'est des filtres qu'on enlève, des étapes à chaque fois et ouais, mais c'est toujours autant violent. Moi, je fais peut-être un peu moins que la première vraiment désillusion, mais il y a toujours un truc quand même, enfin qui c'est une souffrance quoi, en fait, finalement, qu'on doit dépasser aussi, quoi mhm. et l'acceptation de, bah, c'est comme ça, en fait, maintenant Nickel, j'y vois plus clair, en fait, voilà. nickel, nickel. Mmh. Mmh. Et après la solitude, est-ce que tu as d'autres difficultés que tu as rencontrées justement sur ton parcours d'artiste, que ce soit en Australie et même ici quand tu es revenu en France? Alors du coup, c'est différent parce qu'en Australie, j'étais pas en tant qu'artiste, vu que je venais juste de me découvrir, je venais juste de découvrir cette passion. Donc est-ce que tu préfères qu'on parle, encore de l'Australie ou de mon parcours? Plus ici, même ici en France, on peut parler directement de ton parcours en France du coup. OK, alors, bah, donc là, j'en suis un peu au début parce que j'ai commencé en octobre à me lancer, entièrement là-dedans et oui, enfin, je trouve que c'est difficile dans le sens où je dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, à mettre, beaucoup de choses en place et enfin, voilà, il y a de la concurrence, il y a aussi, enfin, là, j'ai remarqué qu'il y avait quand même aussi pas mal de compétition dans ce milieu-là, ça, c'est un truc qui me ben, une de mes, de mes désillusions encore, où je me dis: «Bon, mince, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est la réalité malheureusement» et et aussi le fait, bah, d'être devenue auto-entrepreneur donc là, c'est pareil, c'est plein de questionnements, c'est plein de peurs, finalement, c'est plein de difficultés. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis très motivée, je j'ai pas du tout envie d'arrêter. Là, je suis très contente de ce que je fais aujourd'hui parce que c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur, qui m'animent et c'est des choses que j'aime, en fait. Donc la motivation, elle y est forcément, en fait. J'ai Mhm. même pas à me dire: «Bon allez Eline, il faut que tu fasses ça». Je suis à fond, je suis motivée et ça prend toute la place, hein, clairement, toute ma 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quoi. Tu penses à, tu dors à, tu manges à, Je pense, tout le temps, j'ai toujours, voilà, c'est toujours dans ma tête, je suis toujours mobilisée par rapport à ça, quoi, tout le temps. Même, quand je suis un peu en repos, ben je pense, à voilà, à des choses, à des créations, à des démarches, à qu'est-ce qu'il faut que je fasse, à enfin, voilà, c'est 24 heures sur 24. Mais, j'aime tellement ça que ça me dérange pas du tout, quoi. D'accord. Et tu n'as pas, est-ce que tu as eu des, est-ce que tout le monde t'a encouragé quand tu as décidé de prendre cette direction, quand tu es revenu en France dans cette voie-là? Est-ce qu'on t'a pas dit que tu devrais trouver un boulot calme justement parce que tu venais de partir quand même 2 ans en vadrouille? Voilà, comment l'entourage a réagi? Pourquoi tu rigoles? Parce que parce que elle est marrante cette question. Donc, comment dire? Donc oui, 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 bah, forcément l'entourage, ça a été très, très compliqué quand j'ai dit que j'arrêtais, cette formation en art-thérapie. Donc j'ai fait 2 ans en art-thérapie et il me restait 1 année à faire et en fait, pendant tout mon processus, je me suis rendu compte dans la dernière année que, bah, je me suis dit: «En fait, l'art-thérapie, c'est pas pour moi». Voilà, c'est plus pour moi. Je suis allée chercher des choses là-bas, que j'ai trouvées et qui m'ont beaucoup, beaucoup apporté. D'ailleurs, je recommande à tout le monde de faire, de l'art-thérapie, pas forcément de se former à l'art-thérapie, mais d'en faire pour soi, parce que c'est incroyable tout ce que ça vient, faire en nous et en fait, je me suis rendu compte, beh, que ce qui m'animait le plus finalement, c'était le côté artistique
et pas le côté thérapeutique. J'avais plus envie d'être à cette place-là de psychologue, de thérapeute, de celle qui va aider tout le monde. Enfin voilà, je sais que j'ai toujours été dans cette place-là tout le temps, tout le temps. Et là, c'était un moment pour moi, un gros passage justement qui m'a tellement appris et je me suis dit, là, c'est plus pour moi. Et je sais plus quelle était ta question, du coup, je me suis... Ma question, c'était, Ah oui, quand l'entourage. quand tu es revenu en France, que tu as dit que tu devais être Oui, oui, artiste, est-ce que tout le monde, tout le voilà. monde t'a dit, ouais, c'est bien, ou bien on t'a dit, tu devrais trouver un travail, c'est ça? Donc là, tout le monde m'a clairement dit, Eline, il te reste 1 an. Comme on m'avait dit un peu pour la psychologie, finalement, quand je suis partie voyager, c'était, mais t'es folle, il te reste 1 an, continue, machin. Et je me dis, ça sert à quoi que je continue encore dans un truc qui me va pas? Je sais où je veux aller, je sais ce que je veux, je sais ce qui m'anime. En fait, pendant les cours d'art-thérapie, moi, j'étais déjà en train de mettre en place tout ça, quoi, tout ce qui était lié à mon côté artistique. Même pendant les cours, quoi, tout le monde me voyait, j'étais en train d'écrire et tout, mes projets, quoi. Et du coup, je me suis dit, mais à quoi bon? Pourquoi faire? Pour la société, pour les gens, pour que ça soit bien, que j'ai terminé mon petit diplôme et tout. Moi, aujourd'hui, je me sens à l'aise aussi de faire des choses sans forcément avoir de mon diplôme. Donc non, j'ai envie de me lancer, c'est comme ça et c'est mes choix. Et en fait, donc bah, après, voilà, heureusement que j'avais déjà passé le truc un peu avec les voyages quand j'étais partie. Donc j'avais déjà su m'affirmer face à tout le monde et me dire non, c'est mon envie propre et c'est mes choix. Donc je l'ai fait et tant pis ce que vous pensez, tant pis pour les peurs que vous projetez sur moi. Donc ça allait. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est tellement désagréable parce que nous-mêmes, on est quand même des fois dans ces périodes-là, dans des questionnements, dans des doutes parfois de qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Et toute cette phase de transition, de questionnement, et bien, les gens viennent nous polluer, nous parasiter avec leurs conseils, voilà, leur peur, leur façon de voir les choses, en fait. Et du coup, à chaque fois, c'est double énergie, moi, que je mets parce que je me dis, ben, il faut se battre, en fait, pour pouvoir faire ce qu'on veut, pour pouvoir être qui on veut et pour pouvoir prendre le chemin qu'on veut, finalement. Et pas celui que les autres veulent qu'on prenne, en fait. Parce que la société, parce que c'est comme ça, enfin, non. La dernière phrase que tu as prononcée là, elle est très, très porteuse de sens. Il faut se battre pour pouvoir prendre notre chemin. Ouais, C'est tellement vrai parce que ce soit par bonne intention, par mauvaise intention, les gens, en fait, un ami disait, mon mentor disait, quand tu fais un pas en avant, tu as 1000 personnes qui veulent te freiner. Eh, monsieur, tu sors des rangs. C'est le rang, c'est ici. Tu vois? On veut on veut te freiner à revenir dans les rangs. Et c'est inconscient ou pas. Dans le sens que c'est pas que. Il faut aussi voir la réalité. Comme parlait des illusions, il y a les gens qui échouent. Limite même, il y a beaucoup plus de personnes qui échouent dans le monde de l'entrepreneuriat, quel qu'il en soit, qui n'est pas forcément dans un travail, que de personnes qui réussissent. Donc, d'un point de vue statistique, ce n'est pas encourageant. Et du coup, ben, que ce soit les parents, l'entourage, le plus souvent, ben, quand tu dis que tu veux le faire, pour eux, c'est forcément de l'échec. Pour eux, ça ne vaut pas le coup. Ils raisonnent forcément que sur l'aspect financier et ils ne prennent pas encore la douleur que toi, tu ressens. mm, C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas encore le fait que toi, du coup, tu peux te sentir différente et que c'est cette différence qui fait que justement, tu ne mesures pas ton bonheur, ta satisfaction uniquement sur l'aspect financier, qui a tout un autre volet lié au sens de ce que tu fais, que peut-être eux ne ressentent pas, mais qui pour toi a une grosse prépondérance. Donc, il y a des gens qui vont te dire, ben, n'y va pas parce qu'ils ont peur pour toi, pour la sécurité financière. D'autres qui vont le faire plus parce que tu réveilles en eux des peurs. Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont eu le courage de le faire à leur époque? Est-ce que d'autres, moi, je n'ai pas pu le faire. Pourquoi toi, tu avais? Donc, en fait, que ce soit par bonne volonté ou pas, en fait, on te freine. Et en fait, tu dois bagarrer. Déjà, quand qu'il y a des doutes, mais en plus, tu dois bagarrer. Ça te demande une énergie colossale, en fait, de tous les jours pour ne serait-ce que te créer un chemin avant de rouler. totalement. Et en plus de ça, c'est que donc il y a cette première étape où il y a le passage justement où on décide réellement de faire ce qu'on veut et de prendre notre chemin, quoi. Et après, c'est toujours même en chemin, on continue encore parce que voilà, c'est souvent, enfin, je veux dire, tout le monde a des périodes de doute. Enfin, même les plus grands, je pense que ils ont quand même des doutes dans leur processus, quoi. Et en fait, quand ça arrive aux périodes de doute, moi, je sais que c'est pareil. C'est double énergie, quoi, que je dois mettre en place parce que
je me dis: «Oh là là, mais je vais pas y arriver, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me suis lancée là-dedans? Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que» et donc c'est plein de doutes, plein de questions que je me pose et en fait, là, vient s'ajouter tous les gens qui m'ont mis des trucs dans la tête et qui me disent, qu'en gros, ça va pas être possible, que je vais jamais gagner ma vie avec. Parce qu'en surtout, quand on est artiste, quand on se lance en tant qu'artiste, on a vraiment la vision de l'artiste pauvre. Mais après, je veux dire, il y a des mondes parallèles aussi, hein. Il y a aussi l'élite en tant qu'artiste. Enfin voilà, c'est d'autres sujets, mais on n'est pas forcément pauvre en tant qu'artiste, quoi. Enfin, c'est pas vrai. Et il y a plein d'autres solutions, il y a plein d'autres chemins qu'on peut prendre. Et du coup, voilà, c'est toujours ces trucs négatifs en fait qu'on se reçoit dans la tête et dans nos périodes de doute, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait et va remonter quoi, va remonter, va employer toutes tes énergies, que ce soit pour tes doutes à toi et pour les doutes des autres finalement. Et ouais, c'est double énergie. Alors que si on a un entourage qui nous soutient et est vraiment dans tout ça, bah, c'est beaucoup plus facile parce que le jour où on a des doutes, que notre entourage il nous dit: «Mais non, vas-y fonce, crois en toi, c'est bien, c'est voilà, ça se sent que c'est ton chemin et tu vas y arriver, t'inquiète pas malgré tout ce qui va se passer», bah, là, il y a moins d'énergie à dépenser, quoi. Le mot énergie que tu dis, là, c'est puissant parce que c'est vraiment une course, c'est vraiment une question de comment tu gères ton énergie. C'est déjà assez difficile de créer un projet et de baliser ta route parce que c'est ta route que tu crées. Quand tu es artiste, tu l'as bien dit, il y a pas, tu n'as pas la seule artiste, donc tu dois faire un truc à ta façon. Ça doit te parler, donc tu construis quelque chose. Tu ne viens pas travailler sur quelque chose qui est là, tu construis, donc c'est comme une voiture que tu démarres. Ouais. Ensuite, le fait que les gens, ben, ils ne réagissent pas forcément positivement pour X raisons, ben, ça joue. Tu n'es pas un robot, ça joue sur toi, en fait. Et ça peut plomber ta journée, surtout si tu es un hypersensible, parce que quand tu es hypersensible en plus et que tu es idéaliste, quand tu ressens les choses, généralement, c'est exponentiel. C'est pas juste un petit truc. Donc, il suffit d'un petit mot, il suffit d'une petite moquerie passée, un truc sarcastique, et ça va jouer, en fait. Ça va rester là. Et qu'est-ce que je voulais dire, c'est que si les gens, même pas forcément, pas forcément qui t'encouragent, te remontent de moi, mais s'ils pouvaient rester neutres, Voilà, ne c'est-à-dire rien ne serait-ce que neutres. J'ai souvent constaté que tu as des gens qui, même quand ils ne te voient déjà sourire et tout, dire, je te dis: «Il devrait ne rien dire», tu vois? bon, j'irais parce que là, il y en a certains Ouais. qui, ils sont pas d'accord avec ce que tu fais, mais ils peuvent se dire qu'ils croient en toi. Mmh. Et parce qu'ils croient en toi, ils se permettent de dire que ben, ce que je pense, peut-être, c'est pas ça, lui, peut-être il peut, ou bien il a au moins une chance, laissons-le tenter. C'est-à-dire que c'est. Et même moi, plusieurs fois, tu vois quelqu'un t'explique son projet, dans ton cœur, tu dis c'est bizarre, son projet est louche et tout. Oui, mais c'est pas pour autant que tu essaies de le décourager, tu ne lui dis pas Non, forcément. Tu vas peut-être lui dire, les gens jamais vont te dire, est-ce que tu as pensé à ça? ouais. En fait, ils vont formuler leur crainte sous forme de questions, pas pour te critiquer, mais pour attirer ton attention peut-être sur des angles morts que tu as. Et ça fait toute la différence. D'autres, tu vas juste voir dans leur comportement que ben, ils ne sont pas d'accord, mais ils ne vont pas te faire des reproches. Mais le pire, c'est quand ceux qui te disent ça ne va pas marcher, c'est pas la tendance, ça existe déjà. Bref, je pense que tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. C'est la pire des choses. Et il y a un autre point que vous avez ajouté qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'à un moment donné, on est même susceptible de changer qui on est parce que à force de subir, en tout cas ça c'était mon cas un période, à force de subir les reproches partout, c'est comme si j'étais obligé de créer une armure d'agressivité, en fait, pour être un peu agressif, pour qu'on arrête ne serait-ce que de venir me décourager. Mmh. C'est-à-dire que limite, il fallait que les gens se disent, ah, ce gars-là, quand on lui parle, il est un peu agressif pour qu'il reste tranquille. Malheureusement, je suis passé pendant cette période. Et là, c'était zen. Là, je pouvais travailler vraiment. Malheureusement, donc à force de recevoir trop de reproches, le risque, c'est d'aller de l'autre côté où, du coup, on change qui on est pour ne serait-ce qu'avoir le droit de faire exister notre projet. Bah, c'est trop triste, mais c'est vrai que enfin, par exemple, moi, je sais que j'ai pris de la distance à ce moment-là, quand voilà, dans le passage, où je suis allée vers la peinture et là, il y avait plein de gens: «Voilà, mais pourquoi tu arrêtes l'art-thérapie, gna gna», et déjà que j'étais en période de questionnement sur moi-même, enfin, c'était compliqué et là, à un moment donné, je me suis dit: «En fait, là, si tu mets pas tout le monde
de côté et que enfin, j'ai dû faire ça moi. Chacun après, trouve je pense ses solutions. Mais moi, j'ai dû complètement, arrêter de voir certaines personnes même, j'ai coupé. J'ai dit: «Là, stop en fait, ça vient me parasiter, c'est pas possible en fait, ça vient me donner, trop de peur, trop de négatif. Je suis obligée de couper parce que le sujet, on peut pas en parler, donc je coupe et j'ai pris de la distance avec tout le monde et je me suis dit: «Là, c'est moi avec moi, en fait. Donc là, vous allez me laisser tranquille et je vais réfléchir, à ma vie, quoi, la mienne, en fait». On n'existe pas pour les autres, on existe pour soi, quoi. Enfin, franchement, faut arrêter. Et non seulement on existe pour soi et pour les autres aussi, je pense que quelque part, le travail que tu fais, il y a toujours quand quelqu'un achète ton produit, il y a toujours un intérêt derrière, c'est-à-dire ça participe aux autres. Le souci, c'est que construire quelque chose, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, Mmh, ça prend, en fait, le mot construire, c'est comme une maison. Quand tu viens d'une maison, c'est pas la même chose que de venir acheter, d'habiter ou bien de venir louer ou de construire. Construire, ça te prend des années. Et malheureusement, quand il s'agit de ton projet ou du futur de ta vie, que au final, ta vie, tu vas estimer qu'il y a un mal-être, tu vas te lancer dans un projet pour combler ce mal-être qui va servir aux autres. Mais ça prend du temps. Ça dit que le facteur temps, il est important. On ne peut pas te juger sur le fait que ça va marcher ou que ça ne va pas marcher, sur le fait que les 2 premiers mois ou la première année, on ne voit pas de résultats. Non. Il y a tellement d'étapes intermédiaires. Tu as pris le cas tout à l'heure, que ce soit sur le plan commercial, le plan technique, le plan même de ton développement personnel, le plan de discuter avec les gens et le plan d'apprendre des compétences que tu n'as pas au moment où tu te lances. Il y a tellement de choses que c'est des petites briques qui demandent vraiment beaucoup d'énergie et donc une forme de patience. mmh. Quand on n'est pas dedans, on ne s'en rend pas compte. Et du coup, on, on juge, en fait, c'est qu'on utilise une mauvaise grille de notation de la notion de création de projet de vie. Ça. Créer un projet de vie, ce n'est pas chercher juste un travail. C'est complètement différent. Le travail, tu le cherches, ça prend du temps, des mois peut-être, si tu es chanceux, tu le trouves, mais une fois que tu le trouves, tout de suite, dès le premier mois, tu commences à rentrer dans le résultat, en fait. Mais le projet de vie, c'est autre chose. Ça te demande plus d'énergie. Et même quand tu mets en place, il y a encore une courbe de lissage. Ce n'est pas le premier mois que tu crées ton micro-entreprise que tu as les clients qui viennent toquer à ta porte en disant, voilà. Donc voilà, la grille de notation, elle est pas la même. Et je pense que c'est un peu peut-être là qu'il y a un problème d'éducation. Ouais, parce qu'en fait, je pense que, clairement, même après ça peut se comprendre parce que, par exemple, même moi, sans me lancer dans l'entrepreneuriat avant, j'avais pas du tout conscience de tout ça. Finalement, j'ai appris, en me lançant, en fait, que j'ai appris qu'effectivement, il y avait pas tout qui allait arriver comme ça, en fait. J'allais de que j'allais devoir, donner beaucoup d'énergie, enfin, que j'allais devoir chercher des clients, que j'allais devoir, mettre tout ça en place, que j'allais devoir créer du réseau, enfin, voilà. Et en fait, c'est vrai que je pense que quand on se lance, on s'attend à: «Ben voilà, je vais être entrepreneur, j'ai un projet, c'est ça». Et en fait, on se dit qu'on va y arriver en allez, je me donne 1 an pour réussir. Mais en fait, mais 1 an, en fait, finalement, est-ce que, tu peux réussir en 1 an? Je suis pas sûre. Ça peut arriver, mais je pense qu'on est un peu dans une génération, est-ce que c'est pas les réseaux sociaux qui ont créé un peu ça d'un coup, on voit des personnes finalement qui réussissent d'un coup comme ça, qui prennent des milliers d'abonnés, ça y est, qui sont connus sur le devant de la scène et tout et en fait, on se dit des fois, on a l'impression que ça peut tomber du ciel comme ça, du jour au lendemain et que tout peut arriver super vite. Alors qu'au final, je pense que la vie d'entrepreneur, c'est vraiment pas ça, quoi. C'est moi, je sais que j'ai appris effectivement depuis que je me suis lancée, j'ai appris la patience, quoi. Je l'avais pas du tout, en fait, parce que les premiers mois, mais je me retrouvais des fois dans des états pas possibles. J'étais pas bien parce que je me disais: «Mais en fait, là, il y a rien qui se passe pour moi, ça avance pas, ça marche pas et comment je vais faire?» et machin et trucs. Et en fait, j'ai juste appris dans le processus qu'effectivement, j'allais pas tout avoir, d'un coup comme ça et que j'allais devoir patienter et que ça allait mettre du temps parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est toutes les petites, briques que tu es en train de mettre pour construire tout ce que tu veux derrière, quoi. Donc ouais, Clairement, ouais, clairement, la patience, bon, tu as dit, je ne pense pas que ce soit forcément notre génération. ouais, Tu vois, par exemple, pour l'école, la société te forme pour pour te rendre la vie facile. On te forme pour avoir un métier. Donc, on comprend que tu puisses passer des années si la finalité, c'est d'avoir un métier. Donc, du coup, aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un que tu vas faire, par exemple, un MBA pendant 3 ans pour avoir un métier, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on a été éduqué comme ça.
Si tu Ouais. dis que tu vas aller faire n'importe quelle forme, en fait, si tu dis que je vais aller, tu remplaces ça par formation, Mm. même si ça doit durer combien de temps, et qu'à la fin, pas que formation, ça va, mais c'est normal. C'est pas une critique, c'est juste un état de fait que je suis en train d'essayer de faire, et ça ne concerne que moi. Maintenant, si tu dis que je vais faire X années pour me lancer dans l'entrepreneuriat ou bien pour mettre en place mon projet d'entreprise, là, on n'est plus d'accord. Mm. Et c'est là que je dis que j'ai un problème d'éducation parce que moi, le premier, si on n'avait pas justement conscience de ce travail, c'est parce qu'on n'était pas sensibilisé dessus, c'est tout. Ouais. On n'était pas sensibilisé dessus. Et c'est pour ça qu'on fait ce genre de vidéo, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. Et je vais m'aller plus loin. Il y a aussi ce deuxième volet où on est trop attaché aux gros résultats. Mm. Si tu dis à quelqu'un, fais du sport, tout de suite, il veut voir les plaquettes de chocolat qui vont sortir, mais il ne voit pas le fait peut-être de se lever tous les matins pour aller faire 1 kilomètre ou bien tous les 3 jours, je ne sais pas, toutes les semaines. Pourquoi? Parce que les petits résultats ne les motivent pas, bizarrement. Pourtant, c'est eux qui ne sont pas décourageants. Et les gros résultats, ils motivent, mais ils prennent du temps. Donc, quand on regarde le monde des gens qui ont généralement réussi, tu as pour le cas des artistes, du paradoxe entre l'artiste pauvre et l'artiste qui est superstar. C'est pareil, tu prends le monde du football, tu prends le monde de l'entrepreneuriat, on va mettre le focus sur les gens qui ont réussi, qui représentent une minorité, et on se dit, ouais, c'est ça, ils sont des cas à part. Et en fait, on refuse de voir qu'il y a un travail en amont colossal qui généralement se fait quand tu es seul avec toi-même, avec tes peurs, avec ton entourage. On refuse de voir dans le sens où même quand tu le dis, tu ne veux pas croire. Tu préfères pas. Tu es dans le déni, en fait. Tu ne veux pas croire que ce soit aussi difficile. Tu veux croire qu'il y a un raccourci. Moi, j'ai des amis aujourd'hui qui me disent, tu veux croire qu'il y a un raccourci. Donc, le manque d'éducation combiné, le manque d'éducation sur tout ce qui est navigué dans l'inconnu, l'entrepreneuriat, entre guillemets, combiné au fait que naturellement l'homme est tourné vers les résultats motivants et moins vers la douleur, ça fait qu'on ne veut pas. Même quand tu te lances, tu te dis, tu fonctionnes comme on t'a appris. Tu te dis que bon, on t'a appris qu'il faut, tu as un projet, tu fais une deadline. Tu dis bon, ça me prend 1 an, tu décides. Ouais, mais tu n'en sais absolument rien du tout. C'est sur le terrain que justement on voit la différence entre ceux qui se lancent réellement parce que c'est une douleur qu'ils voulaient combler et ceux qui se lançaient parce qu'ils avaient des illusions trop déconnectées. Parce qu'à un moment donné, tu te rends bien compte que tes illusions étaient tellement fausses. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu abandonnes, tu continues? La résilience et la patience déterminent finalement ceux qui, une fois sur le terrain, découvrent la réalité des choses, abandonnent ou pas. Mm. Et c'est totalement vrai, oui, c'est vrai que c'est comme ça que le tri un petit peu se fait parce que, comme tu dis, on est face à des étapes, on est face à des barrières et c'est soit on décide de les franchir et de continuer, soit on décide de s'arrêter à la première difficulté, quoi. Magnifique. Ok, j'ai retenu que ben, tu as eu pas mal de difficultés, hormis la solitude. Quand tu es revenu en France, ben, ton entourage t'a pas forcément soutenu, que tu as été obligé de mettre de la distance, vraiment pour te laisser au moins le temps de bosser. Que tu t'es rendu compte que voilà, tu avais encore certaines illusions liées à l'existence de la compétition, l'auto-entrepreneuriat et tout ça, que bon, ça, c'est pareil, tu as su mettre ça de côté. Que tu étais peut-être moins patiente et que par conséquent, ça te mettait dans des états de victimisation. Pourquoi toi, pourquoi pas les autres, pourquoi ça c'est aussi lent, et que ça te mettait dans un mal-être aussi quelque part, parce que tu n'avais pas les résultats escomptés en temps voulu. Et que voilà, que maintenant, l'avantage avec ça, c'est que comme tu avais déjà appris à t'affirmer avant, tu as su, entre guillemets, bon, une fois cette difficulté passée, tu as su rebondir, je peux dire ça, rebondir avec le nouveau prisme de réalité. Voilà, il y a une compétition, tu vas devoir un peu galérer pour émerger, tu vas devoir prendre la distance avec certaines personnes, mais en tout cas, tu continues sur ta voie et il faut être patiente pour que ça arrive progressivement. Mm, tout à fait. Ok, et maintenant, ça c'est plus pour les autres. S'il fallait recommencer, qu'est-ce que tu te conseillerais à toi-même? Voilà, à Eileen qui recommencerait son parcours pour être artiste, sachant que finalement, tu es à la croisée de 3 mondes, psychologie, art, thérapie, artiste, et que c'est finalement sur le côté artiste que tu as rebondi. Voilà. Qu'est-ce que tu recommanderais là, si quelqu'un devait
tu vois peut-être un de tes proches qui dit, ah, moi aussi, elle dit, moi, je veux être artiste. Qu'est-ce que Ben, moi, je dirais, ben, vas-y, fonce, fais ce que tu veux, en fait. Si tu veux être artiste, fais artiste. Si tu veux être médecin, fais médecin. Enfin, voilà. Fais vraiment ce que tu veux et va au bout du truc. Oui, ça va pas être facile. Oui, au début, ça prend du temps, il faut de la patience, mais juste fais ce que tu as envie, quoi. Écoute personne. Voilà, je dirais écoute personne, en fait. Tout le monde peut être les meilleurs conseillers du monde, mais c'est ta vie, quoi. Et vraiment de pas... Ah oui, ça vraiment, je trouve que à chaque fois, c'est un peu, je dirais, toutes les questions qu'on me pose. Je pense que le sujet principal quand tu es artiste, en tout cas, c'est vraiment n'aie pas peur du jugement des autres, quoi. Enfin, quoi que tu fasses, en fait, n'aie pas peur du regard des autres, du jugement des autres, on s'en fout, de ce que les autres y pensent. Enfin, voilà, on n'a qu'une vie, c'est la nôtre. C'est pas celle de Pierre, Paul, Jacques qui va nous dire c'est beau, c'est moche, ou alors c'est nul ce que tu fais, ou fais pas comme ci, fais pas comme ça, quoi. Enfin, et de pas avoir peur, d'avoir assez confiance en soi, de travailler en plus ou moins sa confiance en soi, surtout. Et de se dire, ben voilà, je fais ce qui m'anime, je fais ce dont j'ai envie, quoi qu'il se passe, quoi que le voisin y pense. Parce qu'en fait, je trouve qu'on est vraiment, vraiment dans une société comme ça. Et encore, je trouve qu'en France, ça va. Je rencontre des personnes d'autres pays qui me racontent des choses. Et je me dis, ouais, en fait, ils sont pas libres du tout. Enfin, ils sont complètement pas libres. Et on a de la chance encore en France d'être à peu près, de choisir. On peut choisir la liberté, voilà. Il y a des pays aujourd'hui où on ne la choisit pas du tout et surtout même en tant que femme, ça c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, mais de me dire, ben, là, par exemple, les femmes entrepreneurs, ben, ça commence un peu à évoluer, mais on est d'accord que ceux qui dirigent le monde aujourd'hui, c'est quand même les hommes et voilà, c'est cool qu'on commence aussi nous, à prendre, cette place-là, à entreprendre parce qu'on a autant les capacités que les hommes en fait, hein, mais parce que moi je vois dans le monde de la peinture, hein, c'est quoi? C'est que des hommes, hein. Il y a quoi? Les deux trois filles par-ci par-là qui font des fresques murales, à Montpellier, enfin, je me dis: «Mais pourquoi?» Enfin, moi au début ça m'a beaucoup questionnée. J'ai toujours pas, la réponse, hein, à ça, d'ailleurs je la cherche, mais mais je me dis, enfin, c'est pas normal en fait, voilà. Donc faut bien qu'il y ait des pionniers et des pionnières. mmh, Bien qu'il y ait des pionniers et pionnières. Quand tu as parlé de femmes, j'ai senti dans ta voix un frisson. En fait, j'ai senti que ça te tenait vraiment à cœur le sujet de la femme, la place de la femme dans la société. mmh, Et j'ai le sentiment que ça va même à travers ton côté artiste, que ça va bifurquer vers cette voie, en fait, peut-être dans la défense de ce volet-là. Donc, du coup, je retiens s'écouter soi-même, développer sa confiance en soi mmh, et se détacher du regard des autres. mmh. Maintenant, moi, j'ai une question qui me vient. Comment est-ce que moi, en tant que novice, je travaille sur ma confiance en moi? Je me détache du regard des autres. Parce que c'est des mots qu'on dit souvent. Oui, n'ayez pas les croyances limitantes. Oui, nana. Mais comment je le fais? Non, mais c'est clair et c'est vrai que je trouve qu'il y a plein, plein de gens qui sont là. Alors, les 5 règles dans la vie pour le bonheur, donc 1, avoir confiance en soi, 2, se libérer du regard des autres et en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Il y a pas 5 règles ou quoi, mais alors moi, j'avoue que ma confiance en moi, je pense que je la travaille déjà au quotidien. C'est un truc, bah, je me retrouve souvent seule avec moi-même où je me dis: «Bon là, est-ce que ça va?» ou quand dans mes périodes de doute surtout, où je me dis, «Est-ce que c'est bien ce que je fais?» est-ce que enfin voilà, tout le monde a ça et du coup pour moi ça fait vraiment partie d'un développement personnel. Donc on peut très bien se faire aider, avec des outils aussi, des personnes, des thérapies. Enfin voilà, moi j'ai fait une psychanalyse pendant 2 ans et demi. Après j'ai fait de l'art-thérapie pendant 2 ans, donc j'avoue que j'ai quand même bien travaillé sur moi-même et même s'il y a encore du travail à faire, mais je pense que c'est vraiment travailler, voilà, sur soi, travailler sur ses peurs, travailler sur ses doutes, travailler sur sa confiance en soi et se détacher du regard des autres. Alors moi, ça m'est venu, pendant justement ma psychanalyse, où je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais dans une culpabilité sans cesse, par rapport aux autres ou voilà, j'avais peur, je disais tout le temps: mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, en fait, finalement? Donc je m'étais carrément créé, un espèce de personnage, en fait, finalement, qui était pas moi, je mettais des masques, au quotidien tout le temps, mais parce qu'en fait, j'avais juste envie, un peu d'être aimée, finalement, enfin, de paraître bien, d'être, voilà, d'être aimée et c'est là où je pense qu'il y a vraiment un parallèle entre les 2, entre
peur du regard des autres et le jugement des autres et finalement ça rejoint à, est-ce que tu as juste envie d'être aimé finalement? Parce que si tu t'en fous de ce que les autres ils pensent de toi et tu t'en fous de pas être aimé finalement. Moi aujourd'hui je m'en fous, qu'on m'aime pas en fait, tu vois? Et du coup ça me permet d'être moi-même. Ça permet de me dire: «Quoi que tu penses de moi, même si tu trouves que ça c'est moche, mais je m'en fous total quoi». Parce que moi je m'aime en fait, parce que moi je sais que c'est bien ce que je fais, enfin pour moi en tout cas. Donc c'est vraiment je trouve que ça va ensemble. C'est vraiment d'abord se poser la question, est-ce que, voilà, tu as envie enfin, se poser la question, de quoi tu as peur en fait? Quand les autres si les autres viennent à te juger demain, c'est quoi ta plus grande peur? Qu'est-ce qui te fait peur au fond en fait? Et ça d'aller chercher tous ces questionnements-là sur soi en fait. Magnifique. C'est qu'en fait, si tu as on en revient un peu toujours peut-être au sentiment, à la peur d'être abandonné, qui est un peu souvent lié aussi à la peur d'être aimé. Voilà. Quand tu tiens au regard des autres, qu'est-ce que tu protèges en fait? Quelle est l'image de toi que tu essaies de protéger au final? Donc, d'aller creuser les strates pour se rendre compte en fait qu'il y a quelque chose qu'on essaie de protéger et de se détacher, de se détacher. Là, c'est pas forcément facile parce que Mmh, c'est douloureux. Toi-même, tu l'as dit, par moment, tu sais qu'il y a un problème et tu sais que pour le résoudre, il va falloir que tu passes par un minimum de souffrance. mmh, Donc, non seulement il y a le fait d'accepter de se détacher des regards des autres, de trouver le comment, maintenant, il y a de le faire. mmh, Et pour ton cas, ce n'est pas parce que tu te rends compte que ton entourage est toxique pour ton projet que tu auras forcément le courage de t'en détacher. mmh. Beaucoup vont rester baignés dessus en espérant que les amis vont changer, que les parents vont changer, jusqu'à ce que la douleur explose avant qu'ils ne fassent le pas. OK, donc pour la confiance en soi, moi, je retiens que il faut le travailler au jour le jour. Mmh. Ça ne se fait pas d'une baguette magique comme on voit dans beaucoup de vidéos. Ça Non. va être les petits challenges de chaque jour et qu'il faut affronter quelque part cette image de nous-mêmes. Tu nous as parlé de deux outils. Tu as parlé de l'art thérapie, de la psychanalyse. Magnifique. Si tu peux nous en dire plus, c'est quoi la thérapie? C'est vrai que je ne t'ai pas posé la question. Ça consiste en quoi? Beaucoup de personnes ne connaissent pas. C'est quoi la psychanalyse? Pareil, les gens connaissent, en entendent parler. Voilà. C'est quoi la psychanalyse? Et surtout, en quoi est-ce que c'est différent? Si quelqu'un voulait choisir une thérapie, voilà. Alors, donc du coup, la psychanalyse, c'est vraiment par la parole. Donc on est en face, je sais pas si ça bug là un peu, non? Non, moi, je te reçois toujours. Ah, allô? Allô, tu m'entends? Ouais, là c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Donc la psychanalyse, c'est vraiment, par la parole. Donc on est en face d'un psychanalyste et on parle en fait, de soi et on va venir analyser tout ce qu'on dit en fait finalement en miroir. Donc, en fait le psychanalyste, il est pas là pour nous donner des conseils ou nous dire quoi faire, mais c'est juste un miroir en fait. En parlant avec lui, on se rend compte: «Ah bah tiens, j'ai dit ça à la séance dernière», et lui, il nous donne après des petites directions, voilà. Et l'art-thérapie, c'est totalement différent et ça, je le recommande pour les personnes qui ont du mal justement avec la parole, à parler de soi en fait, parce que moi je me rends compte en fait à quel point les gens ils ont peur de parler d'eux quoi. Enfin c'est mais même moi au début c'était affreux, hein. Enfin j'étais là mais j'allais en séance, je disais pratiquement rien, j'étais bloquée, j'étais renfermée, parce qu'on est éduqué comme ça. Enfin c'est ancré de génération en génération aussi. Et la parole est en train de se libérer justement, d'ailleurs sur plein de sujets, actuellement. Mais il faut que ça continue, pour nous-mêmes en fait, libérer notre propre parole pour pas être en souffrance. Parce que ce qui nous fait souffrir, c'est de rien dire, c'est de rester avec tous nos trucs, alors qu'au final quand on les dit, mais on est soulagé quoi. C'est un moyen et c'est comme l'art en fait, c'est un moyen d'expression. Et du coup, j'en viens à l'art-thérapie et l'art-thérapie, c'est vraiment, je pense, pour les personnes qui au début ont du mal à, voilà, à parler de eux-mêmes. Et du coup, par exemple, on peut travailler en séance sur des thèmes et par exemple, on peut prendre, la peinture et en fait, les gens vont voir, ils vont sortir une peinture et ils vont se dire: «Waouh, en fait, là, je suis en train de parler de ça, ça, ça», et c'est juste là aussi un autre miroir de nous-mêmes, mais sous forme différente parce que là, c'est visuel. Alors ça peut être plus violent parce que, on peut sortir des choses pour lesquelles on ne s'y attendait pas parce que c'est l'inconscient en fait, qui parle comme en psychanalyse, c'est l'inconscient parfois qui ressurgit et là, on se rend compte: «Waouh, en fait, j'ai sorti un gros truc là», et après on utilise la parole, donc on vient, mobiliser la parole le patient en fait, nous dit: «Voilà, là je vois ça», enfin on essaye de remettre du sens un peu dans tout ce qu'il voit en fait, dans tout ce qu'il a sorti quoi. D'interpréter ce qu'il a sorti, dont il Voilà, ignorait l'existence.
Ouais. Ok, ça c'est bien. Ça c'est bien. Bon, en tout cas, là, les gens sont plus étayés sur ce que c'est que la psychanalyse et la thérapie. Et en plus, je pense que c'est accessible, surtout la thérapie, c'est accessible. Parce que quand on dit psychanalyse, on a toujours cette impression que ce n'est que aux gens qui n'ont plus le choix, les gens qui sont dans des Ouais, traumatismes ouais. hyper avancés, alors que ça peut servir même à monsieur tout le monde. Bah, c'est ça. Surtout à ceux qui veulent être entrepreneurs ou ceux Ouais, qui veulent bah ouais. s'auto-réaliser. Parce que quand tu veux s'auto-réaliser, en fait, tu vas faire face à toutes tes insécurités. Mm. Tu n'auras pas le choix de les affronter. Je pense que tu es obligé, quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, je pense que tu es obligé de faire une sorte de développement enfin voilà, de rentrer soit dans le développement personnel, soit dans la psychanalyse, enfin, parce que tu es obligé de forcément te remettre en question, de passer des barrières, enfin, donc tu es obligé de travailler sur toi en fait. Clairement, clairement, tu es obligé de travailler sur toi. Que Mm. ce soit dans la douleur ou dans la facilité, tu vas travailler sur toi. Maintenant, les outils qu'il y a, c'est juste pour te faciliter la tâche, pour que voilà, que tu fasses pas trop d'erreurs, que tu apprennes les leçons qu'il faut apprendre rapidement, que tu apprennes ce qu'il y a à apprendre sur toi. Voilà. Mais sinon, de toute façon, tu vas l'apprendre sur le terrain, mais dans la douleur. Et généralement, c'est pas trop c'est pas la meilleure façon de fonctionner. Et juste si je peux Maintenant, juste rajouter un truc, parce que c'est un peu un message que j'aimerais bien faire passer. C'est vraiment, comme on disait, la psychanalyse, on croit, ou la psychologie, on croit que voilà, c'est que pour les fous, entre guillemets, mais arrêtez avec ce préjugé, quoi. Enfin, franchement, ça a rien à voir, c'est un outil qu'on nous donne, en fait. C'est un outil, en fait, qui a été formé, qui, voilà, qui sait de quoi il parle et qui est là pour nous aider, qui est pas là pour nous dire fais ci, fais ça dans ta vie, fais comme ci, fais comme ça, mais qui est là normalement pour nous donner juste des petites astuces, des petits outils, quoi. Donc, moi, j'entends trop de gens qui me disent ouais, non, mais de toute façon, moi, j'irai pas voir un psy, c'est pour les fous, ou qui ont peur d'aller en voir parce qu'ils pensent que c'est pour les fous, mais attendez, il n'y a rien à voir. c'est un peu comme il dit, il y a un tout, c'est-à-dire on revient à la peur des autres. Il y a ceux qui vont aller voir un psy, il y a ceux qui n'auront même pas le courage de dire qu'ils vont voir un psy parce que ça va être mal perçu, ça, cette communication. Donc, pareil, je pense qu'il y a un besoin d'éducation. Ouais, Il y a un besoin d'éducation parce que même ça peut servir à tout le monde, monsieur tout le monde ne se rend pas compte que forcément ça peut l'aider. Et surtout que quand tu n'es pas dans cette dynamique de te remettre en question tout le temps, tu ne vois pas forcément le besoin. Par contre, dès l'instant où tu es comme toi, où tu as un projet qui va t'obliger à te dépasser, là, tu n'as plus le choix. Donc, je mmh, pense qu'il y a vraiment aussi l'aspect timing et il y a l'aspect éducation une fois de plus, qui revient, qui est très important. La thérapie, les gens n'en parlaient pas beaucoup. mmh, Aujourd'hui, on en parle, mais si tu prends des gens qui ne sont pas de ton domaine, monsieur tout le monde, ils n'en savent pas je connais plus que pas. toi. Non, Donc, non, il y a non. besoin de l'éduquer dessus avant d'attendre qu'il en ait conscience et qu'il le prenne de façon positive. Ouais. Maintenant, dernière question, si on veut commander quelque chose chez toi, si on veut savoir où tu es, si on veut te contacter, on fait comment? Si on veut par exemple avoir cette peinture jolie là derrière, comment on fait? Alors donc du coup, le mieux, c'est mon Instagram parce que c'est là où je mets le plus, enfin, c'est là où je suis le plus active, en fait, sur Instagram. Et sinon, j'ai un site internet www.elinedurand.com. Voilà. Ok, nickel. Au moins, vous avez tout, vous avez compris. Et au pire des cas, ben, vous contactez et puis on redirigera. Je pense qu'on va traiter bien d'autres sujets après parce que tu as une expérience de vie très riche. Mais voilà, on commence toujours par parler de soi en filigrane. Après, on rentrera dans des thèmes beaucoup plus spécifiques que la confiance en soi. Il y a tellement de choses dont on peut Ça. débattre. Et surtout, même comme tu as parlé des femmes entrepreneurs. C'est hyper... Rien que ça peut faire un fil conducteur. Ah bah, avec plaisir en tout cas. Ok, ben, je te remercie beaucoup, Eline. Bah, Ça merci fait à une heure toi. pile poil. Je vais couper l'enregistrement. Et puis, merci. Merci à toi. Hop. Merci à toi surtout.